Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes très heureux de passer cette petite heure en direct avec vous. Alors au sommaire d'abord, ce matin, on va chausser nos baskets, direction Brocéliande, le circuit des Landes jusqu'à Corpénéac, le château de Trécesson, la Croix-Nuca ou bien encore le tombeau du géant, en compagnie de notre guide Pierrick Gaveau. Ensuite, nous quitterons la forêt pour prendre le large avec une question, faut-il vivre en Bretagne avec la mer comme horizon pour trouver l'inspiration? C'est la question qu'a posée Bernadette Bourvon à 3 artistes bretons, Dénès Prigent, Thomas Fersen et Jean-Pierre Rioux. Le Bon Air Marin sera diffusé à 11h55 ce dimanche sur France 3 Bretagne dans le magazine Littoral. Et c'est Patrick Soulabaille qui viendra nous en parler. Je vous propose également un petit détour par nos archives INA en compagnie de Christelle Molina qui nous fera découvrir le témoignage d'une Bretonne qui tient un troquet en 1982. Vous allez voir, ça vaut son pesant d'or. Enfin, notre ticket culturel sera consacré à Clémentine Julien, responsable de la programmation artistique du Centre d'art de Château-Giron, qui porte un très joli nom, les Trois Chats. Quant à notre invité fil rouge, c'est une entrepreneuse même accomplie, qui va nous ouvrir le livre de son histoire de vie, à la fois forte et belle, car pleine de sens. Alors justement, Sens et Sens, c'est le nom du MOOC 100% breton qu'elle a créé. Qu'est-ce qu'un MOOC ? Eh bien, on vous en dira plus tout à l'heure. Mais avant d'avoir le plaisir de la retrouver, on va faire un petit point sur la météo de ce jeudi 11 mai. Il y a du chahut dans l'air ce jeudi, l'atmosphère est électrique. L'activité orageuse s'étendra en Bretagne avec des pluies ou de fortes averses, localement de l'orage est même possible, le vent faisant la girouette. C'est agréable, côté température, 16 à 18 degrés de Brest à Rennes, 15 à Ouessant, 17 à Vannes et Saint-Malo. Voilà, une belle journée en perspective, électrique peut-être pour certains, on verra bien. Bonjour Catherine Mazeran. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, vous êtes la rédactrice en chef du MOOC Sens et Sens. Vous êtes née à Quimper, dans une famille d'entrepreneurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez relevé un paquet de défis dans votre vie. Et justement, ça nous a donné envie de vous recevoir. Alors, je vais vous proposer de tirer un premier petit papier pour qu'on apprenne un peu mieux à vous connaître. Alors, que va-t-il sortir ? Divorce. Ça a été un tournant. Ça a été un tournant. Ça a été un moment assez violent. Et en même temps libérateur, voilà. Avec une espèce de sensation de vivre dans une cage, entourée de préjugés, autant familiaux que dans le couple, de préjugés, de peurs, de croyances et de choses qui, je me sentais vraiment enfermée. Et puis cette annonce est arrivée et en fait, après quelques semaines assez douloureuses, parce que je ne travaillais plus à l'époque, beaucoup de choses étaient à remettre en question. Je me suis rendu compte très vite en fait que c'était la chance de ma vie. Voilà. Repartir à zéro, pouvoir être moi, pouvoir créer ce que je souhaitais depuis longtemps, c'est-à-dire mon entreprise et voler de mes propres ailes. Voilà, alors je pense qu'avec le deuxième petit papier, vous allez nous expliquer justement ce qui s'est passé après. Je vous en prie, tirez-le au sort. Enfin, au sort, il n'y a même plus de sort, puisqu'il n'en reste qu'un. Comme ça, c'est clair. Voilà, le MOOC. Alors, MOOC, expliquez-nous ce que c'est un MOOC. Un MOOC, c'est un hybride entre, donc ça vient des mots anglais, magazine et book. Donc, on prend de chaque pour faire un petit mixte. J'ai pris au livre la présentation, le dos collé carré, la couverture, un contenu intemporel, une présentation un peu de sujets un peu comme des chapitres, c'est-à-dire qu'on peut le lire, on le pose, on revient. Ce sont des articles de fond, des articles qui font 6, 8, 10, 12 pages. Et on a pris au magazine un petit peu la légèreté, les photos, il y a quelques BD, des illustrations, voilà. On en reparlera tout à l'heure un peu plus en détail. Est-ce que vous connaissez Brocéliande, Catherine ? Alors, oui, de nom, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'aller m'y promener. Bon, alors, justement, on va vous y emmener avec ce reportage de Maïlène Villaverde et de Christophe Rousseau. Au début du XIIe siècle, le poète Robert Wass écrit un livre pour Aliénor d'Aquitaine et Henri de Plantagenet. C'est dans ce roman de Roux qu'apparaissent pour la première fois le personnage du roi Arthur et la forêt féerique de Bréchélian. Il n'en faudra pas plus pour qu'au fil des siècles, les légendes de la table ronde s'ancrent définitivement dans ce coin de Bretagne. Il faut savoir que Morgane, elle va avoir une enfance pas facile. Et puis un jour, alors qu'elle a 20 ans, il y a un jeune homme qui va arriver au château de Tintagel qui va dire « Salut, moi je suis Arthur, je suis ton demi-frère. J'ai retiré une épée d'un caillou là-bas. Du coup, je suis roi de Bretagne. »
Elle va gouverner avec Arthur pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, Arthur se marie. Arthur épouse la belle Guenièvre et Morgane, on raconte le jour où elle a croisé Guenièvre, le jour où le regard des deux femmes se sont croisés. Les deux se sont détestés instantanément. Si ces récits fabuleux existent depuis 9 siècles, ils retrouvent depuis les années 80 une nouvelle vigueur. Désormais, scolaires et touristes avides de fantastique défilent toute l'année dans le Val sans retour. Ce sont des histoires qui continuent à parler de choses actuelles. Là, l'histoire de Morgane, c'est une histoire sur l'infidélité des hommes. Donc, c'est des sujets qui continuent à toucher la société d'aujourd'hui aussi. Donc, on a ce côté, oui, on vient chercher quelque chose d'un peu merveilleux, mais qui nous parle en tout cas. Donc, qui continue à toucher les gens. Et la quête du réenchantement fait recette, comme en témoigne le village de Pimpon. On estime que plusieurs centaines d'emplois seraient directement liés à cette activité. S'appeler Brocéliande, c'est évidemment une chance pour la commune et puis pour tous les territoires qui entourent la forêt de Brocéliande, parce que ça nous permet d'avoir une notoriété internationale et de drainer plusieurs centaines de milliers de visiteurs à l'année. Pour autant, certains habitants ne cachent pas leur inquiétude, car le potentiel touristique pourrait susciter la convoitise des investisseurs. La magie de Brocéliande pourrait alors virer au cauchemar. Mais nous allons rester dans la magie et non pas dans le cauchemar, puisqu'on reçoit tout de suite Pierrick Gaveau, qui va nous en dire plus. Bonjour Pierrick, magicien, guide, auteur, photographe, que sais-je encore. Vous nous proposez des balades merveilleuses. Alors aujourd'hui, quel est le circuit que vous avez imaginé pour nous ? Alors, je vous propose d'aller faire une vraie randonnée sur le circuit des Landes de Gurvan. Je dis vraie randonnée parce qu'elle fait 11 km, parce que c'est une randonnée exigeante. On est dans un terrain très vallonné. Il y a très peu de routes, que des chemins de terre, de cailloux. Une randonnée très intense aussi. On va aller découvrir des landes. On va voir de magnifiques points de vue, des panoramas. On va voir des sites légendaires. Et puis aussi un château du Moyen-Âge. Voilà. Alors un château, expliquez-nous un petit peu. Eh bien, on démarre cette balade justement au château de Trécesson, qui est un vrai château fort du XVe siècle, qui a été bâti par Jean de Trécesson, qui à l'époque était connétable de Bretagne. Et puis, ce château, il est toujours dans la même famille depuis 600 ans. La famille de Trécesson, c'est un des symboles emblématiques de cette forêt de Pimpon, Brocéliande. Il n'y a pas vraiment de légende arthurienne qui se rattache directement au château. Par contre, il y a des légendes populaires, parfois assez extraordinaires. Juste pour en citer deux, il y a celle de la fameuse Dame Blanche de Trécesson, qui raconte qu'une nuit, un braconnier était dans le bois du château, il entend du bruit, il voit arriver un carrosse, 2 hommes en descendent, et derrière eux, une jeune femme habillée tout en blanc, ligotée, bâillonnée. Ils creusent un trou, ils l'ensevelissent vivante. Et le braconnier, complètement épouvanté, repart chez lui, raconte à sa femme, qui l'exhorte à aller le dire au comte du château. Donc en pleine nuit, ils reviennent tous dans le bois, ils exhument la jeune femme, et avant qu'elle ait pu prononcer un mot, elle expire. Et donc on ne sait pas qui elle était, on ne sait pas pourquoi elle a subi ce sort épouvantable. Alors, légende, histoire, voilà, là encore... C'est sympa comme lieu. On ne sait pas trop. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que dans les archives historiques du château, celles-là, elles existent, il est dit que jusqu'à la Révolution, dans la chapelle privée du château, il était conservé un bouquet de fleurs blanches et une couronne qui correspondait à une jeune mariée, qui correspondait à cette histoire. Entre autres. Et parmi les autres... Espérons qu'on revienne vivant de la randonnée. Alors, plus drôle dans ce cas-là, plus drôle et plus fun. Il y a aussi une histoire qui raconte qu'un des comtes du château était un joueur de cartes invétéré, qu'il passait ses nuits à Versailles à jouer aux cartes avec ses amis, et une nuit, il perd tout. Mais tout, il perd sa fortune, il perd ses terres. Arrive la fin de la nuit, et il décide de faire ce que les joueurs appellent tapis. Voilà. Il joue tout contre son manoir du Pied-d'Anon. Et là, il regagne. Il regagne toute sa fortune. Voilà, d'un seul coup. Sauf que ce qu'il ne dit pas, c'est que le Pied-d'Anon
c'est un gros rocher esselé dans la lande sur les terres de son château. Cadeau empoisonné. Alors, après ce château, que reste-t-il à découvrir sur le circuit, justement? On va enfin partir sur notre fameuse balade pour aller découvrir ces collines, parce qu'il va falloir grimper sur le haut de la colline, colline de schiste, au milieu des landes extrêmement colorées, parce que c'est l'époque, mai et juin, c'est absolument magnifique. Il y a une explosion de couleurs sur les landes, entre les violets, les verts, les jaunes, bientôt avec la fleur d'ajonc. Quand on a la chance d'avoir un peu de ciel bleu au-dessus, et il y en a souvent d'ailleurs, on va découvrir le tombeau du géant. Alors c'est un coffre mégalithique de 4 mètres de long, d'où son nom, qui date de l'époque néolithique. Et puis un petit peu plus loin, au milieu d'un carrefour, il y a une croix qui s'appelle la croix Lucas. On se rend compte qu'elle est extrêmement ancienne, une croix monolithe en schiste, et elle correspondrait à un lieu où se serait déroulée une bataille assez sauvage, assez sanglante, entre le seigneur du lieu, Gurvan, et son propre gendre, Pasqueten, qui était comte de Vannes, et ils se seraient affrontés là pour la suprématie sur la partie est de la Bretagne de l'époque, c'est-à-dire au IXe siècle, ce qu'on appelait le royaume de Bretagne. Et alors, qui a gagné? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Ça a été ils sont morts tous les deux, difficile, mais vu l'ambiance dans le coin. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette croix, elle est implantée exactement sur la limite actuelle des deux départements, entre le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, et qu'elle correspondait au point le plus extrême du territoire des puissants barons de Gaël-Montfort. Donc, il s'est certainement déroulé quelque chose à cet endroit. Alors, on prend nos baskets et toute notre force parce qu'on va continuer vers le point culminant. C'est haut quand même. 191 mètres, ouais, quand même. Hein. Quand même, un bon petit dénivelé, quoi. Bon. C'est les montagnes de la Bretagne. Ouais, c'est ça. Donc 191 mètres, on arrive sur cette lande et cette crête de schiste où d'ailleurs il y a des rochers qui dépassent du sol en pointe comme ça. Ça fait comme une sorte d'échine. On a un peu l'impression qu'on est sur le dos d'un dragon endormi. Donc surtout, si vous y allez, ne réveillez pas le dragon, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Et juste en dessous, à quelques dizaines de mètres, se trouve un autre monument mégalithique qui est le Hautier de Viviane. Alors il y a beaucoup de sites comme ça qui ont été rattachés à un personnage de la légende. Hautier, c'est du vieux français, c'est la maison de Viviane qui garde en fait le haut du célèbre Val sans retour, tandis qu'un autre symbole tout en bas garde l'entrée basse, c'est le symbole de Merlin avec l'arbre d'or. Donc voilà, Merlin et Viviane gardent chacun une entrée dans le Val sans retour. On va y descendre rapidement, très vite, pour remonter vers un village qui s'appelle la Touche-Guérin, et puis arriver à une chapelle, la chapelle Saint-Jean, qui fait partie d'un ancien ermitage des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui est très ancien aussi, qui était probablement là dès le XIIIe siècle, et qui a été une des propriétés à un moment donné de cette chapelle du château de Tressesson. Et ça nous permet de rejoindre ce château à partir d'un chemin très large, tout en lacet, qui est également magnifique. Et je peux dire que c'est une des plus belles. Plus belle, c'est un jugement de valeur. Donc c'est une des très belles randonnées de Brocéliande. Je profite d'ailleurs de signaler que les randonnées en Brocéliande sont possibles grâce à une convention avec les propriétaires privés de la forêt, avec le groupement des propriétaires. Donc il faut évidemment, là elle est ouverte maintenant pour tous les circuits jusqu'en octobre. Il faut évidemment faire attention de rester sur les circuits balisés, ne pas aller se promener comme ça n'importe où et n'importe comment au milieu de la forêt, moyennant quoi on aura toujours accès à cette très belle forêt. Merci beaucoup Pierrick de nous avoir donné envie de nous y rendre. En tout cas, on vous retrouve, on le sait bien, chaque matin et chaque midi, donc à vos escapades à 8h50 et 12h15 sur France Bleu Armorique. Merci beaucoup. J'en connais une qui va aller se promener en Brocéliande dans peu de temps. Allez, après avoir pris un bol d'air dans les Landes bretonnes, je vous propose maintenant un peu d'air iodé. On reçoit tout de suite Patrick Soulabaille pour la rubrique mer. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes venu avec votre sourire comme d'habitude, c'est magnifique. Oui, le garder. Alors dites-nous tout, vous avez eu un petit coup de cœur ce matin à nous proposer. Je vais vous parler d'inspiration. D'inspiration, c'est-à-dire que certains lieux sont propices à l'imagination et à la création. Brocéliande doit en faire partie, je pense. Tout à fait. Voilà. Bernadette Bourvon nous a fait un petit 26 minutes pour Littoral sur le bon air marin. On en verra un extrait tout à l'heure. Et elle a tenté d'expliquer que la Bretagne
favorisait, aidait les artistes, les compositeurs pour créer des chansons ou des musiques. Voilà. Mais c'est pas nouveau, hein. Par exemple, il y a des lieux comme Paris qui ont inspiré Victor Hugo, Balzac, Alexandre Dumas, Émile Zola. Il y a la Provence qui a permis à Marcel Pagnol d'écrire ses livres. Il y a aussi l'Asie, avec Marguerite Duras, et puis Malraux, qui a fait une trilogie sur l'Asie. Souvent, l'inspiration vient comme ça, avec des lieux ou même des personnages. Alors, les personnages, c'est assez étonnant. Des acteurs, par exemple, ont donné lieu à d'autres personnages, mais de dessins animés. Je vais vous montrer tout de suite le premier. Il s'agit des vautours dans le livre de la jungle. Je ne sais pas à qui ça vous fait penser, mais ce sont les Beatles qui ont inspiré les créateurs du livre de la jungle. Oui. Deuxième exemple, avec Qui veut la peau de Roger Rabbit. Alors là, vous allez tout de suite voir, il y a une superbe créature, Jessica Rabbit, là avec Rita Hayworth. Ouais. Pareil avec Aladdin. Aladdin, c'est Tom Cruise. Ah oui. Ça ressemble, hein? Ouais. Non, vous n'êtes pas d'accord. Bon, d'accord. Les Aristochats. Je préfère Tom Cruise en vrai. Les Aristochats. Vous préférez Tom Cruise. Les Aristochats, le rôle de Cat, eh bien, c'est Louis Armstrong. Ouais. On reconnaît. Quelques poils en moins, mais sinon, ouais. Et enfin, dans Robin des Bois, Shrek. Le personnage de Robin des Bois, eh ben, c'est très facile à reconnaître, c'est Errol Flynn. Ouais. Ça, oui. C'est rigolo. Vous êtes d'accord? Tout ça pour vous dire que les lieux peuvent inspirer les artistes. Alors, que dit Thomas Fersen, qui est dans le documentaire, lorsqu'il voit un homard sur la plage? Voilà ce que ça donne. Il dit, dans les rochers de Béganfrit habitait un très vieux homard. Il ne sortait jamais de chez lui et ne quittait jamais son plumard. Il avait un pantalon bleu dans lequel il mettait sa queue, très apprécié des gastronomes, aussi bien, je vous vois sourire, des femmes que des hommes. Il ne quittait pas son abri, sauf à la faveur de la nuit, dans les mares et les cuvettes, il pinçait le cul des crevettes. On reconnaît tout à fait le style de Thomas Fersen. Thomas Fersen, voilà son inspiration lorsqu'il est en Bretagne. Donc, on va tout de suite regarder un extrait du documentaire. On voit Thomas Fersen qui a été inspiré par un autre personnage croisé en Bretagne. Il s'agit d'un curé. Ouais, c'est beau, ouais. Ouais, c'est beau. Elle a été mise en 93, mais c'est vrai, on dirait qu'elle est d'époque. Hein. On dirait qu'elle est du 5e, du 6e siècle. 93. Oui. Ils ont refait à l'identique. Hein. Ouais. Elle est sur les cartes marines, cette croix? Alors, je sais pas. Je sais pas. Parce que ça fait un écueil, hein, quand même. Je crois qu'il y a eu tout de nulle part. Ouais, en plein milieu de nulle part, ouais. Qui est ce baigneur? C'est le curé de Lanmeur. C'est le curé, ça se pourrait. Je reconnais son béret. Je ne vais pas à l'église et je n'entre pas dans l'eau. Dans l'humidité, je frise et puis j'ai peur des rouleaux. Mais je suis physionomiste, je reconnais ce baigneur. C'est le curé, il existe, c'est le curé de Lanmeur. Qui est ce baigneur? C'est le curé de Lanmeur. C'est quelqu'un qui m'a raconté ça, ouais. En rentrant le petit matin, à l'aube, de fête probablement, se rendre compte qu'il y a un baigneur à 6h du matin, c'est un peu étrange, donc cette personne s'arrête pour regarder, et puis voilà la tête du baigneur qui s'en va au large, qui s'en va loin, et puis à un moment on se dit mais c'est qui ce baigneur? C'est le curé de Lanmeur. Et je trouvais une belle histoire, parce que d'abord le curé c'est un homme, et il a le droit de se baigner et de rencontrer, d'aller comme ça au-devant de la procession des lames. Il y a quelque chose de religieux, d'aller comme ça à la rencontre des éléments. Et pour moi, ma conviction intime, c'est que le sacré est davantage dehors que dedans.
Quel magnifique coin que cette baie de Morlaix, Plougasnou et les environs. Ouais, et puis ce documentaire est vraiment très, très sympa, très chouette. Il faut absolument le regarder. Il y a Denès Prigent que l'on voit qui est très drôle, tout le documentaire. Il y a Jean-Pierre Rioux et puis évidemment Thomas Fersen qui nous raconte sa Bretagne, la Bretagne, et qui explique que l'imagination vient comme ça, suivant les lieux. Comme disait Albert Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. Donc là, on est en plein dedans. Je tiens juste à dire que les équipes de France 3 ont fait un super boulot sur ce documentaire. Il y a des très belles images. Donc voilà, je ne vais pas citer tous les noms. De l'écriture de Bernadette Bourvon. En plus, toujours, mais c'est une sensibilité à fleur de peau. C'est vraiment, c'est magnifique. Il faut le regarder. Ça passe très vite. Je citais Albert Einstein tout à l'heure, juste une anecdote parce que je l'aime bien. La relativité, par exemple, fallait trouver, avoir l'imagination pour se dire c'est des photons qui composent la lumière. Donc c'est pareil, les scientifiques ont la même démarche que les artistes. Hein, il faut beaucoup d'imagination. La relativité, on peut l'expliquer de plein de façons. Tiens, je vais vous en donner une juste pour le plaisir. Placez votre main sur un poêle, c'est d'Albert Einstein. Hein. Placez votre main sur un poêle. 1 minute, ça va vous sembler durer 1 heure. C'est sûr. Asseyez-vous près d'une jolie fille. 1 heure, ça va vous sembler durer 1 minute. C'est ça la relativité. Bah, c'est voilà. ça, tout est dit. Alors, ce magazine, regardez-le, ça dure 26 minutes et je vous jure que ça passe en 1 minute. C'est de la relativité aussi. C'est beau ça. Merci beaucoup Patrick. Je vois Catherine qui vous regarde avec des yeux émerveillés. L'imagination, l'inspiration, ça vous parle ça, vous aussi? Oui. Parce que justement, vous avez voulu prendre le contre-pied des formats calibrés, de tous ces magazines qui sont peut-être un peu trop dans le rang, on va dire. Quelle a été votre démarche, Catherine, quand vous avez créé ce MOOC Sens et Sens? En fait, je voulais parler de l'humain, remettre l'humain au cœur de la vie, en fait. Et donc, j'ai travaillé sur plusieurs plans. Voilà. Donc, on est dans le sens, créer avec ses sens, vivre avec ses sens, mais aussi au niveau de l'esprit et un peu de spiritualité aussi dans la revue. Alors, la couverture de ce magazine, hein, c'est tout un symbole. C'est vrai que c'est pas courant. Il faut le toucher. Tiens, Patrick, allez-y. Touchez-moi ça, vous allez voir. Ça change vraiment des couvertures habituelles. C'est très agréable. Voilà, on est vraiment dans un toucher. Expliquez-nous un peu alors quel était le votre démarche. contresens, c'est-à-dire qu'on a une image qui peut paraître un peu brute, comme le bois qui s'écaille sur la première ou la roche avec le lichen sur le deuxième. Et en fait, quand on a la revue en main, c'est un toucher peau de pêche tout doux. Qui déjà, dès la prise en main, interroge sur le contenu et sur ce qu'on a voulu faire passer en fait dans le MOOC. Alors, vous avez choisi d'éditer à la fois donc la version papier, mais sur Internet également. Est-ce que les deux se complètent? C'est pas la même démarche en fait? Non. Alors, le numérique, c'est parti au départ en fait au moment du prévisionnel, mon comptable qui me disait le numérique c'est l'avenir, certes, mais le papier pour moi c'était très très important. J'ai du mal à concevoir qu'on parle de sens, d'émotion, de partage de vie, d'expérience sur un support que j'appellerais froid, entre guillemets, support du numérique. Il fallait pour moi qu'il y ait vraiment le support papier. J'aime lire, les gens qui aiment lire, les gens qui aiment lire aiment acheter leurs livres, ou tout au moins avoir des livres en main. À quel public vous vous adressez? Avec cette démarche d'articles longs, d'articles de fond, vous adressez à qui en particulier? Tout public, en fait. Toute période, toute personne qui serait un peu curieuse de revenir à l'essentiel, qui a une volonté d'authenticité, de vérité, autant des hommes que des femmes, des grands ados, voilà, des grands-mères, des mamans. Enfin, voilà. Comment vous choisissez vos portraits, le contenu? Des coups de cœur, c'est des rencontres. C'est des rencontres? Ouais. Donc j'ai rencontré une grande partie des personnes qui sont interviewées, et sinon j'ai des rédactrices qui me soumettent des noms, des parcours, et puis voilà, je leur fais confiance. Je vais voir un petit peu quand même qui sont ces personnes qui les ont interpellées, et puis voilà, je les laisse faire. La liberté, c'est aussi un mot important pour vous? Oui, oui. Moi, je travaille avec mon équipe, pratiquement tout le monde est en freelance, pour le travailler dans la joie et pas dans l'obligation, en fait. Voilà, travailler par envie, ensemble, et pas par obligation.
Depuis 2016, est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont plus particulièrement marqué? Des portraits, des rencontres? Moi, j'ai un petit fait pour Rudy Garcia qui est interviewé dans le numéro 1, ou Tiphaine avec ses savons. Mais je trouve qu'il y a pas de préférence parce que ce sont des belles rencontres avec des gens qui ont vraiment à donner, à partager sur des moments de leur vie. C'est ce qui les a décidés à exercer, à changer de vie dans les virages à 180 ou pour les créateurs autour des 5 sens sur leur parcours. Qu'est-ce qui les a motivés? Comment on arrive à devenir artiste, à rester artiste. Voilà, c'est vraiment des bons moments de partage. Ce sont des parcours de vie que vous aviez envie justement. Je voulais vraiment revenir à l'essentiel en fait. Et au travers d'une revue que je voulais positive, montrer que tout est possible si on y croit. Voilà. Dans un monde où on est un petit peu envahi de l'amorosité, montrer que non, en fait, si on croit en soi, si on croit en ses rêves, on peut y arriver. Joli message. Alors, où est-ce qu'on peut trouver votre MOOC? Alors aujourd'hui, on le trouve dans le réseau de la FNAC. On le trouve chez certains libraires, plus dans le Finistère Sud, très très peu en fait aujourd'hui. Je suis seule aux commandes, en fait, si on veut, du navire. Et comme tout chef d'entreprise qui démarre une start-up, j'ai beaucoup de casquettes. Et je cherche aujourd'hui un réseau de diffuseurs, un diffuseur pour m'accompagner dans le développement de la vente du MOOC. Bien, écoutez, le message est passé. Et puis le 3 juin, vous organisez une conférence sur le lâcher-prise à la Thalasso de Concarneau. Tout à fait. J'ai développé un partenariat avec Thalasso de Concarneau et les Thalasso du groupe HMC de Bretagne. Et donc, on va intervenir en donnant des conférences régulièrement et en proposant des petits MOOC sur moins de pages aux clients de ces établissements. Merci beaucoup Catherine. Alors on rappelle votre site internet, www.sensessence.bzh. Je vois que Patrick a l'air très intéressé par le magazine. Ah oui, non, en plus j'ouvre la première page, je tombe quelques semaines seul avec l'océan pour Horizon. Ah bah voilà. Donc donc c'est une très bonne revue, je confirme. Vous parlez de la mer, de l'océan, des aventures, des gens. On parle des gens, des belles histoires, de tous horizons. C'est ce qu'il nous faut. Des belles histoires. C'est donc un trimestriel, on le rappelle, et vous le trouvez dans toutes les bonnes adresses, comme vous venez de nous l'indiquer. Sur le site. Et sur le site, bien sûr, en ligne. Voilà. Merci Catherine, on vous retrouvera tout à l'heure. On va maintenant se pencher vers nos archives INA, et on va accueillir tout de suite Christelle Molina, déléguée régionale d'INA Atlantique. Bonjour Christelle. Bonjour Laurence. Alors, inspirée ce matin, puisque c'est le mot d'ordre aujourd'hui, l'inspiration. En fait, aujourd'hui, on a archives choisi des images en fait, qui sont, on va dire, qui ont un caractère futile. Alors, c'est un peu étonnant de dire ça, mais on a choisi un épisode de la série Des gens d'ici, qui ont été diffusés à la télévision entre 1972 et 82 à peu près, et qui nous montrent un peu le quotidien d'une dame, on va voir. Et je vous expliquerai après en quoi finalement ces images, elles ont une certaine valeur en fait. Eh bien, on va regarder tout de suite. Ici, on est au bout du monde. On n'a de compte à rendre à personne. On est libre. C'est ce que pensait Marie-Jeanne Kerlock en venant s'installer dans cette crique déserte de la côte bretonne, à quelques kilomètres de Plogoff. Une optimiste, Marie-Jeanne. Elle rit tout le temps. Il n'empêche qu'un jour, la violence officielle, la violence du pouvoir est venue la débusquer dans sa retraite et Marie-Jeanne n'a plus eu envie de rire. Alors comment ça se fait que vous soyez installé une petite buvette comme ça en 1935, Marie-Jeanne? C'est pensé, quoi. Vous avez pensé que c'était une bonne façon de gagner sa vie? Enfin, je ne savais pas, mais on ne pouvait pas rester tout dans la ferme, quoi. J'ai travaillé en ville aussi. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Ah ben, bonne à tout faire, quoi. Vous étiez bonne à tout faire? Oui. On travaillait beaucoup dans ces années-là, quand on était bonne à tout faire? Oh, non. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous vous rappelez? Ah ben, oui, je me rappelle très bien, oui. Le ménage, le lavage, la cuisine, oui. Et vous trouvez que c'est pas beaucoup de travail, ça? Oh, non. Mais c'était un petit boulot tranquille, hein.
Quelquefois, dans les bars, comme ça, il y a des, Ah non, non, moi je il y a ferme des bagarres, il y a des... Non, 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 moi je ferme de bonne heure. Je me lève de bonne heure et je ferme de bonne heure. Ah bon, on vient pas se saouler le soir ici. Non, non, non. Parce que j'aime pas un bonhomme qui est saoul. Vous n'avez pas un bonhomme qui est sous? Non. Bah dites donc, dans le métier que vous faites. Hein. Ah ben, c'est ça. Oui. Et sur le plan financier, vous êtes à l'aise? Pour mes sous, moi j'ai aucun sou. Moi quand j'ai des sous, je vais me promener. Qu'est-ce que vous buvez, vous, au fait, là? Vous qui êtes dans une buvette, là, vous buvez quelque chose? Moi je ne bois que de l'eau, monsieur. Ah oui, mais dites donc, si vous dites ça à vos clients, ils vont plus venir. Ben, c'est bien d'organiser sa vie comme ça, Marie-Jeanne. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on vit. Et vous n'avez aucun défaut, Marie-Jeanne, alors? Oh si, j'ai pas mal de défauts, monsieur. Qu'est-ce que vous avez comme Ah, défaut? ça, on ne dit pas. Surtout à la télévision, moi, non, non. Non, j'aimerais bien que vous me racontiez un petit peu, là. On m'a dit que Marie-Jeanne Bérénic, là, au moment des événements de Plogoff, on la voyait arriver. On aurait dû vous mettre ça là-bas. C'est toujours tout les faits. Là-bas, il y a cette place à Paris, là. On aurait dû faire ça là-bas. Oui, tous les faits, là-bas. On a dû leur mettre le nucléaire là-bas, parce qu'ils aimaient bien le nucléaire. Il leur faut, à Paris. L'électricité, ben quoi, on n'a pas besoin. Marie-Jeanne la truculente, incroyable. C'est une jolie séquence. Effectivement, la télé, en fait, parfois nous offre des images qu'on ne sait pas vraiment classer. Avec des anecdotes. Là, c'est de l'inclassable, c'est sûr. Voilà, des petits épisodes un peu truculents comme ça, un peu pittoresques. Ouais. Voilà, des portraits. Et là, c'est un peu ça. Hein, c'est une tour d'horizon d'une personne qui nous raconte un peu ses passions, sa vie, son quotidien. Et en fait, derrière ça, on décèle finalement. Il ne faut pas sous-estimer ces images qui ont vraiment une certaine valeur, une valeur historique, parce qu'elles nous racontent des choses. On y décèle, par exemple, les épisodes qui ont secoué la Bretagne, Plogoff, où elle en parle un petit peu. Et puis de la consommation parisienne dont elle parle un petit peu. Et également, elle évoque à un moment donné, on ne va pas dire la fuite, mais enfin ces jeunes filles bretonnes qui au 19e siècle ont décidé de quitter la Bretagne pour trouver un emploi. Mmh. Et donc le monde rural breton pour aller ou sur Paris ou dans les grandes villes. Voilà, donc c'est vrai que ce reportage finalement a toute une richesse d'informations sur la société bretonne de l'époque. Voilà. Et puis elle boit que de l'eau, alors ça, bon, déjà, c'est quand même juste une exception. C'est marrant, c'est rigolo. Alors vous pouvez retrouver ces images et en trouver d'autres également du même acabit sur ina.fr, sur la fresque notamment l'Ouest en mémoire. Voilà. Vous avez d'autres épisodes de ce type. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Christelle pour cette jolie découverte, pépite on va dire. Je sais que c'est un mot que... Bon. si. C'est toutes des pépites finalement dans nos archives, mais là celle-ci était quand même merveilleuse. Merci, à très bientôt Christelle. On va maintenant passer à notre ticket culturel du jour, si vous le voulez bien, avec Nathalie Coulon et son invité. Bonjour Nathalie, bonjour Clémentine, bienvenue. Merci. Bonjour Clémentine, Julien, nous sommes ravis de vous recevoir. Alors si je vous dis les trois chats, vous avez pensé au cha-cha-cha, au mambo, au félin, mais pas du tout. Non, les trois chats. Les trois chats. Donc la chapelle, du château Giron. Donc alors, Clémentine, vous êtes la responsable donc, de ce centre culturel, donc le centre d'art de Château Giron. Oui. Et depuis son ouverture, et ça fait donc 2 ans, et alors vous avez eu comme un rendez-vous peut-être avec ce lieu tout à fait exceptionnel qu'on va voir sur nos écrans aussi. Oui, j'ai eu, passionnée déjà de patrimoine et d'art contemporain, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de la mairie de Château-Giron en ayant ce poste de responsable du centre d'art Les Trois Chats, qui souhaite valoriser à la fois le patrimoine et l'art contemporain. Donc au centre d'art, on a une double entrée, si vous voulez, donc patrimoniale, de par cette chapelle du XIIe siècle, qui a été entièrement restaurée pendant 6 années, avant d'ouvrir en centre d'art, donc il y a 2 ans. Exactement. Et alors, quelle est la vocation de ce lieu ? Alors, le centre d'art souhaite valoriser donc, le patrimoine et l'art contemporain en invitant des artistes plasticiens à notamment créer in situ, c'est-à-dire qu'on les invite, on leur propose le lieu, le monument vide.
Et on les invite vraiment à créer des expositions, des scénographies adaptées à la chapelle pour justement créer ce lien que l'on souhaite entre le patrimoine et l'art contemporain. C'est-à-dire que nos expositions au Centre d'Art doivent entièrement faire parler le patrimoine, créer le lien. Et à chaque exposition, lorsque le visiteur rentre dans cette chapelle, il la redécouvre à la manière de l'artiste. Alors l'exposition que vous proposez donc jusqu'au 24 juin s'intitule Le Sacre du Printemps d'un artiste incroyable américain qui s'appelle Mark Johnson et qui a eu aussi un coup de cœur en découvrant le lieu et qui l'aura peut-être même aussi inspiré en fait pour ce projet en fait. Oui, c'est ça. Lorsque j'ai contacté donc Mark Johnson, que j'ai découvert à la Maréchalerie à Versailles, je lui ai dit venez sur place. J'incite vraiment les artistes à se déplacer parce que c'est une rencontre à chaque fois en fait entre le lieu et les artistes pour développer toute la création et tout le projet artistique qu'ils nous proposeront ensuite. Et lorsqu'il est venu sur place au Centre d'Art, donc on voit des images, tout de suite il nous a proposé Le Sacre du Printemps avec ce court-métrage YouFilm, parce que la chapelle, dans cette exposition-là, vient jouer le rôle de la ruche, en fait, qui est le thème de YouFilm. Alors on va vous proposer de regarder un petit extrait et on se retrouve tout de suite après. Donc un extrait de You You. Ça a l'air confortable comme situation. Alors dites-nous tout sur ce rituel, quel est-il ? Voilà. Donc c'est un rituel chinois que l'on retrouve plusieurs fois en Chine. Cet apiculteur-là le fait et a été filmé par Mark Johnson. Mais c'est un rituel qui est établi pendant le 3e mois lunaire, donc le calendrier chinois, tous les ans. Donc cet apiculteur chinois le fait accompagné de sa famille. Pour lui, c'est essentiel. Et lance la saison en fait, de la récolte du miel. C'est-à-dire que ce rite permet à l'apiculteur, donc à l'homme, qu'il est d'être au même niveau que la nature. C'est-à-dire que pour une fois, là, l'homme n'est pas au-dessus, mais à égalité avec la nature, représenté ici par les abeilles. Donc c'est un rite qui dure 2h15, retranscrit en 15 minutes dans ce court-métrage YouFilm. C'est assez éprouvant, c'est vraiment, il rentre dans une transe, c'est un rituel, il rentre dans une transe, c'est très, très fatigant. Et tout se passe bien jusqu'à présent. Chaque année, tout est parfait. Et alors, quelles questions elle nous pose en fait, ce rituel, à nous, les hommes, les humains ? Eh bien justement, c'est la rencontre en fait. Quel est le lien entre l'humain et la nature ? Quel est ce lien-là ? Et ici, cette vidéo le représente bien de par ce rituel. Ouais. Et ce film, il s'adresse à qui ? Alors justement, c'est vrai que tout à l'heure, quand on regardait le sujet, on pouvait voir des frissons à côté, donc c'est très bien, voilà. Donc il s'adresse à tout le monde. On a des frissons justement en regardant, qu'on se sente complètement inclus dans ce rituel. Ouais, c'est ça, complètement. On a l'impression d'avoir des abeilles sur nous finalement. Oui, quelque part, c'est ça. Oui, complètement. Et on pourrait se dire, c'est éprouvant, ça fait peur, et en fait, ça fonctionne même avec les plus petits. En fait, c'est très important de montrer aussi, dès le plus jeune âge, que les abeilles sont essentielles, et en expliquant bien que l'apiculteur ici représenté ne se fait piquer que 5 fois. C'est-à-dire que les abeilles sont présentes ici pour seulement protéger les reines, les 40 reines, parce que 40 ruches sont installées sur l'apiculteur. Donc les 40 reines sont mises sur l'apiculteur, et elles sont là uniquement pour protéger les reines.
Rien de plus. Donc en fait, il se fait piquer. Non, aucune agressivité. Justement, elles sont là comme un rempart en fait. Elles le protègent. Voilà, c'est vraiment une alliance entre. Voilà, comme une armure en fait. Complètement. Voilà, de protection qui protège les reines et l'apiculteur. Et donc le lien, il est entre les reines, l'apiculteur, et comme une autorisation en fait c'est ça, à pouvoir récolter du miel si elles le veulent bien. Ouais. Et c'est essentiel chaque année, vraiment, c'est un rituel du printemps, d'où le nom de l'exposition Sacre du printemps. Donc c'est une très très belle exposition à ne pas manquer. Alors vous avez d'autres projets, donc cette exposition donc jusqu'au 24 juin. Oui, 24 juin. Et vous en avez donc d'autres projets qui vont Alors continuer dans l'été. Cet été, on a une exposition du plasticien végétal Duan Anh Duc. Donc là, c'est une exposition que l'artiste est en train de préparer, qui met en valeur les végétaux. Donc ce sera très très beau. On a aussi Ligne de soie le 30 juin. Donc c'est un spectacle de drapé aérien. Là, on vient suspendre un drapé aux poutres de la chapelle et une danseuse vient émerveiller à la fois le lieu et le drapé. Ça donne envie. Merci beaucoup, Merci Clémentine, à vous, Julien. Bonne continuation et tous à Château-Giron, j'ai envie de dire. Oui, tous à Château-Giron. Avec plaisir. Je vous propose maintenant une petite digression vers une association briochine. Elle s'appelle On n'est pas que des cajots. Alors le nom peut faire sourire. On retrouve sur place Catherine Carlier qui n'est justement pas du tout un cajot. Et je retrouve Anne Cavard dans son atelier à Saint-Brieuc. Elle est animatrice de l'association On n'est pas que des cajots, créée il y a 4 ans. Alors elle a une âme bricoleuse et surtout écolo. Elle part du principe, pourquoi gaspiller, pourquoi jeter quand on peut réutiliser, recycler. Comme elle est pleine de ressources et d'imagination, vous allez voir, elle fait feu de tout bois. Anne, vous allez me montrer un peu ce que vous avez fait comme réalisation. À chaque fois, vous prenez en fait des déchets que vous récupérez. C'est ça. Alors nous, on n'appelle pas ça déchets, on appelle ça matériaux, matière, parce que c'est quelque chose qu'on peut valoriser et pour nous, c'est notre matière première, même si c'est une matière secondaire, vu que c'est un déchet. Donc en fait, on a des rouleaux de carton, par exemple, des bombes de peinture, de la palette, évidemment. Donc là, c'est une lampe. C'est une lampe, tout à fait. L'abat-jour étant... Et là, alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en fait, vous avez pris un bidon de lessive, c'est ça? Tout à fait, un bidon de lessive, de la bouteille plastique, vous voyez, des pots de carton. En fait, c'est pour montrer un petit peu les piquets de tente, pour faire les pieds. C'est pour montrer un petit peu comment sont faits ces oiseaux. Mais d'où est venue cette passion, en fait, de vouloir récupérer? Parce que c'est devenu une passion, je pense. Oui, mais ça l'a toujours été. En fait, on a toujours travaillé sur la récupération. Ça offre des possibilités, en fait, inépuisables. Et puis si on se trompe, parce qu'on se trompe beaucoup, on peut recommencer. En fait, la matière est assez inépuisable. On la recycle, évidemment. On réfléchit un petit peu quand on crée un objet à sa fin de vie. C'est ça aussi l'économie circulaire, c'est-à-dire on réfléchit au début à la fin de l'objet. Là, cette chaise, c'est marrante. On l'a récupérée dans une poubelle, elle était abandonnée sur 3 pattes. On l'a adoptée et puis on lui a installé un nouveau pied. Ah, c'est vrai qu'elle a la fière allure, là, comme ça. Hein. On l'a bien sûr peint dans une autre couleur pour le petit clin d'œil. On va aller voir d'autres objets là-bas. Anne, racontez-moi donc maintenant l'histoire de cette lampe. Alors cette lampe, on l'a récupérée sur un trottoir, dans une poubelle. On la trouvait vraiment jolie. Elle avait une super forme. Il lui manquait juste les abat-jours plutôt que de les acheter. On a réfléchi quelle matière on pouvait utiliser pour les réaliser. Et on a utilisé de la chambre à air. Voilà, on était plusieurs à créer cette lampe. On était assez fiers du résultat. Oui, mais c'est vrai, vous pouvez. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est quand vous trouvez un déchet, vous vous dites, tiens, je peux en faire ça, ou l'inverse? Comment ça se passe? Alors, les deux, on récupère un déchet que nous, on appelle une matière, et on la transforme. Des fois, ça paraît évident, et puis des fois, on fait plutôt de la recherche pour trouver des solutions. Par exemple? Alors, avec ce jeu... Là, c'est improbable. Et tout à fait, il a été fait en latte de palette. Il a été réalisé aussi avec des pieds de chaise qu'on a coupés, et des anneaux de rideau assemblés. Est-ce que vous sentez maintenant qu'il y a vraiment un engouement pour transformer, pour valoriser?
Oui, tout à fait. De plus en plus, en fait, les gens ont envie de faire par eux-mêmes, de moins jeter, de moins acheter et de plutôt transformer, valoriser en fait ce qu'on a tous dans nos placards. Donc voilà, oui, il y a de plus en plus de personnes intéressées par ce type de réalisation. Direction Pabu, près de Guingamp. Ce lycée professionnel accueille 310 élèves, sorte de cocon en pleine campagne. Pour être au diapason, l'établissement adopte une démarche environnementale. Et toutes les occasions sont bonnes pour que les élèves restent dans la bonne dynamique. Dans l'établissement, on travaille beaucoup sur le recyclage. On recycle les cartons, les papiers. On a aussi une collecte de bouchons. On a les secondes qui travaillent sur le gaspillage alimentaire, qui mettent en place des recettes afin d'utiliser les restes qu'on peut avoir. On travaille aussi sur des activités manuelles en faisant que du recyclage de matériaux. Donc aujourd'hui, on se voit pour un atelier palette. Ce mercredi après-midi, Anne Cavard vient enfoncer le clou avec les jeunes internes de l'établissement. Elle a 3 heures chrono pour convaincre. La leçon du jour, pourquoi acheter quand on peut recycler? D'abord, il va falloir récupérer d'anciennes palettes, puis mettre les mains dans le cambouis en s'attaquant à la séance de bricolage. La scie sabre. Anne est arrivée avec tout son matériel et forcément, la théorie est indispensable. Donc je vais vous montrer la scie sabre. Est-ce que vous connaissez la scie sabre? Scie sabre. Scie sabre. C'est pas pareil que les scies sauteuses qu'on va utiliser tout à l'heure. C'est-à-dire que elle, si elle descend comme ça, faut la retenir. Après la démonstration, c'est aux jeunes de prendre les outils en main, pas très assurés au départ. On a toujours aussi la petite appréhension. Et puis une fois qu'on a pris les outils en main, je pense que ça va, plus ou moins. Ouais. Et pendant plus de 3 heures, le groupe va s'organiser et prendre de l'assurance. Ils sont plutôt motivés car ils veulent construire du mobilier de jardin. Ce sera leur banc et leur table qui seront installés devant l'internat. Mission accomplie, les jeunes peuvent être fiers de leur travail. Tu aimes bien le fait que ça soit du recyclage? C'est important. Bah oui, parce que des palettes, il y en a un peu partout et on ne sait pas trop quoi en faire. Et en plus, les recycler comme ça, bah, c'est pas mal, c'est bien. Dans cet atelier, qu'est-ce que tu trouves intéressant? Bah, le fait de recycler des trucs qu'on ne recyclerait pas au quotidien, quoi. Super, super. Franchement, elle est trop bien dedans. En même temps, on l'a mérité. C'est une autre, quoi. Ah bah, je pense qu'ils sont motivés. Alors peut-être pas tout de suite là maintenant, mais c'est des futurs jeunes adultes qui vont devoir se meubler et peut-être en fait au lieu d'acheter tout de suite, ils vont peut-être commencer par repenser à ça et se meubler autrement. À l'avenir, peut-être ces jeunes jetteront moins, recycleront davantage. Mais aujourd'hui, ils ont en tout cas compris qu'il était possible de valoriser les matériaux et se valoriser. Joli reportage, Catherine Mazeran. Vous pourriez mettre Anne Cavard dans vos prochaines interviewées? Oui, tout à fait. Oui. J'ai bien aimé ce reportage et sa façon de voir. Alors, on va passer maintenant à votre portrait chinois, si vous le voulez bien. J'ai envie de vous demander si vous étiez un moyen de locomotion. Vous seriez quoi? Des ailes. Des ailes. Des ailes pour voler. Voler de ses propres ailes. Ouais. Ça a été essentiel pour vous. Oui, et je pense que pour tout le monde, en fait, la possibilité de se réaliser, oui. Si vous étiez une fleur, vous seriez laquelle? La pivoine. La pivoine. Voilà. Très bien. Si vous étiez un sens, vous seriez lequel? Puisque justement, vous les mettez en valeur, ces sens. C'est difficile de choisir. Hein. C'est difficile, mais l'ouïe, le goût n'allant pas sans l'odorat, ils sont complémentaires. Moi, je dirais le toucher. Je pense que ça serait difficile pour moi de ne pas pouvoir toucher mes enfants. Voilà. Si vous étiez un défaut, allez, on termine par le moins agréable. Il n'y en a pas. Les défauts, c'est une illusion. Tout dépend de quel côté vous vous placez. La curiosité peut être quelque chose de très négatif quand il s'agit d'aller regarder ce que vit son voisin. Et ça peut être très positif quand il s'agit d'ouvrir son regard sur le monde. Il n'y a pas de défaut. C'est joli ça. Bon, d'accord, très bien, il n'y a pas de défaut. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Catherine Mazeran d'être venue nous présenter votre MOOC Sens et Sens. On rappelle donc c'est un trimestriel. Le numéro 3 est sorti le mois dernier. Et puis le prochain en juillet. Voilà, et le prochain en juillet. Continuez à avoir cette jolie
énergie. Merci. Et puis on a été très contents de vous avoir à nos côtés. Voilà, je vous propose de recevoir maintenant quelqu'un qui n'a pas de défaut non plus. Elle s'appelle Valérie Chopin et elle vient nous présenter l'actualité du jour. Alors présenté comme ça, faut que je vous fasse la liste de tous mes défauts, c'est ça? Non. Il n'y en a pas justement, c'est une illusion. Non, alors la curiosité, c'en est pas un, on est d'accord. Bonjour mesdames. Alors, aujourd'hui, Valérie, qu'est-ce qui a retenu l'attention de nos JT? Il y a une nouvelle grosse campagne quand même de vaccination qui a débuté à Dinan. Oui, exactement. Elle a débuté ce matin et près de 2000 élèves du lycée de la Fontaine des Eaux doivent en effet être vaccinés aujourd'hui et demain contre le méningocoque de type B. Cette campagne hors norme menée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, fait suite à la détection en avril de 2 cas de cette bactérie chez des lycéens de cet établissement. Une bactérie qui peut entraîner de graves maladies comme la méningite, vous le savez. Alors c'est évidemment pour s'en prémunir que cette campagne est menée auprès de tous les élèves de cet établissement, mais également autour. 47 communes effectivement du pays de Dinan sont sensibilisées pour inviter les parents à faire vacciner leurs enfants, sachant que dans le pays de Dinan, déjà 5 cas de méningite de type B ont été détectés. Alors il sera aussi beaucoup question, encore une fois, de politique. Et oui, difficile de passer à côté en ce moment. Vous savez sûrement qu'aujourd'hui, jeudi 11 mai, doit être révélée la liste des candidats En Marche. Alors de la République En Marche, maintenant il faut les appeler ainsi. Et alors il faut savoir qu'à l'origine, on nous avait plutôt dit la liste des 577 députés potentiels En Marche sera révélée à midi. Sauf que le mouvement semble légèrement un petit peu débordé aujourd'hui. On repousse à 14h30 pour une annonce sur Internet de 450 des 577. Je ne sais pas si vous suivez, mais en tout cas, on ne saura sûrement pas tout ce soir, mais on devrait en savoir en tout cas quelques-uns, à savoir aussi qui, en Bretagne, risque d'être candidat En Marche. On a déjà évidemment quelques noms qui ont fuité. C'est le cas par exemple d'Olivier Alain, un proche de Jean-Yves Le Drian, qui sera candidat En Marche dans la 3e circonscription des Côtes-d'Armor. Face à lui, il y aura un certain Marc Le Fur, républicain, vous le savez. Nous ferons le point de façon générale sur ce que nous saurons à 19h dans notre journal télévisé et puis évidemment avant sur notre site internet. Bien entendu. Alors les foils seront aussi à l'honneur aujourd'hui. Alors les foils, vous savez sûrement, vous en avez entendu parler beaucoup avec le Vendée Globe aussi, puis de plus en plus on en voit surfer. Ce sont ces appendices là que l'on met souvent en dessous de gros monocoques ou de multicoques bien souvent pour qu'ils puissent voler au-dessus de l'eau, en tout cas aller plus vite. Une société lorientaise a décidé de surfer sur la vague, sans jeu de mots, et a décidé d'en installer sur des bateaux plus petits, des monocoques. Vous le voyez d'ailleurs avec ces images, elle a commencé à le faire avec des monocoques que l'on voit à l'image. Et une de nos équipes, dur travail qu'elle peut avoir, a testé pour nous. Reportage à l'appui. Merci beaucoup Valérie, au plaisir de vous retrouver ce soir. Merci. Voilà, quant à nous, c'est la fin de cette émission. On est très heureux d'avoir passé cette petite heure avec vous. Demain, vendredi 9h50, notre invité fil rouge, ce sera Baptiste Beaulieu, jeune médecin, généraliste et écrivain. Le genre qui secoue le cocotier dans le milieu médical, vous verrez ça en sa compagnie, ce sera un joli moment, je pense. Voilà, très belle journée à vous. À demain, 9h50.